Les volcans japonais ont produit certaines des éruptions les plus spectaculaires que la Terre ait connues. Nombre d'entre eux sont toujours actifs aujourd'hui. Il est dans une phase d'activité très violente qui monte en puissance depuis quelques mois. Difficile de savoir ce qui va se passer maintenant. Une série de tremblements de terre pourrait-elle réveiller les volcans du pays? Une éruption! Encore une! Et déclencher une éruption massive? La puissance de la nature est le spectacle le plus impressionnant de la planète. Sa beauté en fait l'une des icônes du Japon. Mais sa symétrie quasi parfaite ne doit pas faire oublier son potentiel de destruction. Le mont Fuji est un stratovolcan. Même si sa dernière éruption date de 300 ans, il est toujours actif et une nouvelle éruption aura lieu un jour ou l'autre. Ce volcan est un parfait symbole de cette nation insulaire, sujette aux tremblements de terre, où l'on dénombre plus d'une centaine de volcans en activité. Le pays est composé de 3 îles principales. Kyushu, au sud, est la plus volcanique. Elle compte plusieurs volcans massifs, dont 2 parmi les 5 les plus dangereux au monde. Le mont Aso et le Sakurajima. Les 13 millions d'habitants de l'île vivent donc sous la menace permanente d'une catastrophe naturelle. Le Sakurajima se dresse à la pointe sud de Kyushu. Les scientifiques surveillent de près son activité, et on comprend pourquoi. Ce volcan s'est déjà rendu responsable de plusieurs éruptions cataclysmiques ces derniers siècles. La dernière en date s'est produite en 1914. Problème supplémentaire, le Sakurajima est à cheval sur un étroit détroit aux portes de Kagoshima et de ses 600 000 habitants. Une éruption de grande ampleur mettrait la ville en danger. Le docteur Tom Pfeiffer, vulcanologue et photographe, est venu étudier le Sakurajima alors qu'il entrait dans une nouvelle phase éruptive. Il n'aurait pu arriver à meilleur moment. À l'instant où il entre dans Kagoshima, une éruption se produit. Nous sommes à l'est du Sakurajima, qui a connu des éruptions massives hier. Le nord et l'ouest du volcan sont plongés dans une brume due au panache de fumée. Les cendres seraient montées à plus de 5 km d'altitude. Je crois que c'est le record de cette année. Tom se gare pour mieux voir l'éruption qui noircit le ciel. Il continue à cracher des cendres. Cette brume, ce sont les cendres produites par le panache d'hier. Visiblement, il est dans une phase d'activité très violente qui monte en puissance depuis quelques mois et qui n'a pas encore atteint son pic. Difficile de savoir ce qui va se passer maintenant. Le Sakurajima est dans une phase d'activité presque ininterrompue depuis 1955. Normalement, il entre en éruption 1 ou 2 fois par jour. Mais ces dernières semaines, le rythme s'est accéléré. Entre 10 et 15 éruptions quotidiennes, avec des panaches de fumée jusqu'à 5 fois plus haut que d'habitude. Les scientifiques ne sont toujours pas capables d'anticiper les éruptions massives. Mais ils craignent que la suractivité de ce volcan
soit le prélude à une catastrophe majeure. Une éruption comme celle de 1914 serait dévastatrice. Elle pourrait rayer Kagoshima de la carte. D'ici, on réalise à quel point la ville est proche du volcan. Les vulcanologues sont bien conscients que le volcan n'a cessé de gonfler depuis l'éruption de 1914 et qu'il a atteint le même niveau qu'avant la dernière grande éruption. Ce qui signifie que si le volcan a suffisamment reconstitué ses réserves, il renferme suffisamment de magma pour produire une éruption massive, selon un scénario qui s'est déjà produit plusieurs fois ces 6 derniers siècles. À un moment ou à un autre, pas forcément demain, ni même le mois suivant, mais dans un futur proche, une éruption massive devrait avoir lieu. La ville serait forcément en danger, en particulier du fait des coulées pyroclastiques. Avec une colonne de fumée qui s'élève à 15-20 km, vous imaginez? Les conséquences pour Kagoshima seraient catastrophiques. Le panache d'une éruption peut s'écrouler sous son propre poids, déclenchant une avalanche brûlante de cendres et de gaz, connue sous le nom de coulée pyroclastique. Ces phénomènes naturels peuvent provoquer des tsunamis et même se déplacer à la surface de l'eau sur une couche de vapeur brûlante, dévastant tout sur leur passage. Ces coulées pyroclastiques pourraient détruire la ville entière. Et une grande ville comme Kagoshima n'est pas facile à évacuer. Les cendres que vous voyez flotter en bas des pentes ont été dispersées un peu partout sur l'île après les éruptions récentes. Ici, les gens ont l'habitude. Tout ce qu'ils lavent est couvert de cendres le jour suivant. Sakurajima signifie « île des fleurs de cerisier ». Ce joli nom lui vient des roches scintillantes produites par les éruptions qui ressembleraient à des cerisiers en fleurs. Même si le Sakurajima est très actif, l'île sur laquelle il se dresse est toujours accessible. Après une traversée en bateau, Tom pourra rejoindre le cratère à l'autre bout de l'île en voiture. Mais ce n'est pas sans risque. Il va devoir traverser un nuage de cendres. On voit clairement que le panache produit par les grosses éruptions d'hier est passé par ici. D'ailleurs, les feuilles sont recouvertes de cendres. Regardez la voiture devant nous, et vous verrez que les cendres ont tout recouvert. Ce n'est pas toujours facile pour ceux qui vivent ici. Ça arrive plusieurs fois par semaine, mais les gens continuent à vivre et refusent de partir. Ils ne veulent pas renoncer. Cette échoppe touristique installée au pied du volcan est à l'abri. Mais au-delà, l'accès est interdit. L'éruption continue avec des expulsions de matériel espacées de quelques secondes, des éclairs et ce panache de cendres. Il s'élève à 1 ou 2 km au-dessus de la cheminée et continue à s'étendre. Toute la zone nord-est est recouverte de cendres. C'est assez spectaculaire. Ce comportement inhabituel pour le Sakurajima serait dû à une poussée de magma depuis les profondeurs, provoquant des éruptions de cendres plus soutenues. Espérons que le vent ne tourne pas, parce que pour l'instant, comme nous sommes hors du panache de cendres, nous avons une vue claire du cratère. Espérons que ça ne change pas. Les conditions sont horribles sur l'autre versant. L'air est si saturé de poussière et de cendres que les gens doivent se calfeutrer chez eux en fermant leurs fenêtres. Impossible de sortir sans masque. Normalement, les éruptions de Sakurajima produisent une explosion unique qui dure seulement quelques minutes. Celle-ci, en revanche, fait rage depuis plusieurs heures. Reste à savoir s'il s'agit du prélude à une phase éruptive de plus grande envergure. Je n'en sais rien. À long terme, peut-être. Même si les volcans peuvent entrer en éruption sans préavis, les éruptions massives sont précédées d'une phase de renforcement de la pression magmatique. Ce processus se traduit par des phénomènes localisés. Des tremblements de terre peuvent ainsi être repérés par les équipements de pointe. Mais il arrive aussi que les habitants dans le voisinage du volcan en ressentent directement les effets. L'activité sismique a nettement augmenté avant l'éruption de 1918.
Des glissements de terrain ont eu lieu sur la côte. C'est le genre de choses qui arrivent avant une éruption majeure, lors de laquelle un volume beaucoup plus important de matériaux est éjecté. Là, je vous parle d'une magnitude 100 fois plus importante qu'aujourd'hui. Avant l'éruption de 1914, la ville de Kagoshima fut secouée par 3 semaines de tremblements de terre volcaniques, à l'origine de nombreux décès. Ces perturbations sismiques sont provoquées par la pression du magma sur la couche rocheuse à la surface. Les vulcanologues s'intéressent à ce qui se passe sous terre. C'est de cette manière qu'ils peuvent se faire une idée de ce qui va arriver. Malheureusement, ces phénomènes sont mal compris, et il est donc très compliqué d'anticiper les événements. Les scientifiques ne savent pas précisément ce qui déclenche les éruptions massives. À l'heure actuelle, on pense que lorsqu'une chambre magmatique est pleine, comme celle du Sakurajima, toute injection de magma en fusion conséquente réchaufferait le magma à moitié refroidi du réservoir. Ce serait la chaleur et la pression exercée par ce nouveau matériel qui déclencherait l'éruption. Les éruptions sont limitées par la quantité de magma éruptif présent dans le réservoir souterrain. Lors d'une grosse éruption, cette chambre se vide complètement. Les scientifiques pensent qu'à l'heure actuelle, la chambre magmatique du Sakurajima est remplie à 90%, ce qui rendrait possible une éruption d'une magnitude supérieure à celle de 1914. Mais aussi une éruption d'une ampleur plus modeste, comme celle dont nous sommes témoins aujourd'hui, qui réduirait progressivement la pression intérieure. Dans ce dernier scénario, une éruption massive serait moins probable du fait de l'incapacité du volcan à monter en pression. Autre inquiétude, ces petites éruptions risquent de rouvrir le conduit reliant les chambres magmatiques. Ce qui serait un peu comme faire sauter le bouchon d'une bouteille de champagne. L'éruption se poursuivrait alors jusqu'à ce que la chambre soit complètement vide. Ce scénario peut tout à fait se produire avec très peu de signes avant-coureurs. On dirait des coups de tonnerre au loin. L'activité du volcan est spectaculaire, mais n'est pas le prélude à une éruption majeure. Pour l'instant, en tout cas. Les choses se calment avec la tombée de la nuit. Mais à la faveur de l'obscurité, Tom voit quelque chose briller dans le cratère. C'est la preuve que le magma est capable de pousser jusqu'à la surface. Au petit matin, les émissions de cendres ont presque cessé. Mais ce n'est qu'une accalmie. Le volcan se recharge avant d'entrer dans une nouvelle phase éruptive. Le Sakurajima est dans une phase d'activité haute, mais néanmoins normale. Au Japon, la population suit avec anxiété les nouvelles concernant l'activité croissante du volcan. Et ce, d'autant plus que plusieurs volcans se sont réveillés en même temps. Des volcans restés tranquilles pendant des décennies, voire des siècles. Une manière de rappeler, s'il en était besoin, que le Japon est une terre d'hyperactivité géologique. Tout le monde garde à l'esprit la catastrophe de la centrale nucléaire de Fukushima en 2011, provoquée par un tremblement de terre et un énorme tsunami. 19 personnes y perdirent la vie, avant que la zone entière ne soit évacuée. Le traumatisme national provoqué par le tremblement de terre Taoku fut à l'origine d'une prise de conscience collective concernant les catastrophes naturelles. Et l'inquiétude a encore augmenté d'un cran quand en 2014, l'éruption soudaine du mont Otake entraîna la mort de 50 personnes. Pour l'essentiel, des promeneurs fauchés par une coulée pyroclastique à flanc de montagne. Entre-temps, pour ne rien arranger, le niveau d'alerte du Hakone, le volcan le plus proche de Tokyo, passa de 3 à 5 après plusieurs milliers de mini-tremblements de terre et un net accroissement de la température au sommet.
Les spécialistes craignent qu'il entre à son tour en éruption. Les médias nippons ont abondamment couvert ces événements et la population tient à s'assurer que les autorités du pays et la défense civile ont mis en place des plans catastrophes naturelles en cas de nouveau désastre. Alors que Tom explore le Sakurajima, une éruption de grande ampleur se produit au sud, à quelques heures de là. Sur l'île Kushino-Irabujima, une éruption violente fait trembler le mont Shindake. L'explosion projette un énorme nuage de cendres vers le ciel et libère une dangereuse coulée pyroclastique. Une caméra officielle a filmé le phénomène, dévoilant la nature terrifiante du spectacle. Une catastrophe naturelle de cette ampleur aurait pu avoir des conséquences terribles. Heureusement, l'île ne comptant que peu d'habitants, seules 2 personnes ont été blessées. Des éruptions de cette magnitude ne sont pas courantes. Tom a donc décidé d'abandonner le Sakurajima pour rejoindre Yakushima, l'île en face du volcan. Si les conditions sont bonnes, il y sera aux premières loges pour observer les effets de l'explosion et voir comment les Japonais gèrent une crise volcanique. Les médias ont pris d'assaut le commissariat local, devenu pour l'occasion centre de commandement officiel. Hier, à peu près à la même heure, une éruption massive a eu lieu sur l'île voisine de Kushino-Irabujima. La puissance incroyable de cette éruption, totalement inattendue, a obligé les autorités à évacuer l'île entière. Toutes les télés sont là pour couvrir l'événement qui fait les gros titres au Japon. Personne ne s'attendait à une explosion aussi spectaculaire. Elle a produit une colonne de 9 km de haut qui s'est étendue. Une partie du matériel accumulé à la base de la colonne s'est effondrée et a provoqué une coulée pyroclastique qui, heureusement, a épargné les zones habitées. Mais on n'est pas passé loin. Le problème, quand on vit sur une île volcanique, c'est qu'il n'y a nulle part où se réfugier. Tom se dirige vers le phare du Cap Nagata. C'est l'endroit le plus proche de l'île Kushino-Irabujima et le meilleur point d'observation du volcan. Mais le mauvais temps et les épais nuages de cendres produits par l'éruption ont considérablement réduit la visibilité. Tom ne parvient pas à voir le volcan. Malheureusement, même si je comprends évidemment pourquoi, l'île est interdite d'accès. En plus, le temps fait des siennes. Je ne vois rien, mais j'aurais essayé. Si une autre éruption se produisait, on pourrait voir le panache et peut-être même l'île par temps clair. Mais bon, j'ai déjà de la chance d'être aussi près de l'événement. Une question obsède les médias. Ces volcans sont-ils devenus plus actifs à cause du tremblement de terre Taoku? Cette question ne date pas d'hier. Beaucoup de gens pensent qu'il pourrait y avoir un lien entre l'activité sismique et l'activité volcanique. C'est sans doute le cas, même si la nature de cette relation n'est pas encore pleinement comprise. Pour un vulcanologue, cette éruption est une chance d'étudier le phénomène de près. Mais pour une nation traumatisée par le tremblement de terre et le tsunami de 2014, elle ne fait que renforcer la peur. Le Japon est un pays très actif géologiquement. On y dénombre sur un territoire relativement réduit plus de 100 volcans actifs. Cette suractivité volcanique et sismique est causée par la tectonique des plaques. La croûte terrestre est divisée en une dizaine de plaques. Elles se déplacent constamment, même si leur mouvement s'effectue au rythme de la pousse des ongles. Quand 2 plaques se rencontrent, la plus dense glisse sous l'autre et plonge dans le manteau terrestre. On appelle zone de subduction le lieu où elles se rencontrent. Au fur et à mesure qu'elles s'enfoncent et que le frottement augmente, la plaque finit par casser. Elle glisse soudain, provoquant un tremblement de terre et éventuellement un tsunami. Poussé vers le manteau en fusion,
l'eau et les sédiments de la plaque commencent à bouillir. Ce phénomène abaisse la température de fusion, en conséquence de quoi les roches voisines se mettent elles aussi à fondre, créant du magma qui flotte alors vers la surface. Or, le Japon est situé sur une des principales zones de subduction de la planète. Il ne faut pas oublier que ça fait à peine une cinquantaine d'années que le modèle de la tectonique des plaques est accepté. C'est toujours une science en pleine évolution. Mais pour l'heure, les scientifiques ont une autre occasion de vérifier la théorie. Chaque grand tremblement de terre, chaque éruption est une nouvelle opportunité pour comparer un modèle existant à un cas récent. Alors que les connaissances progressent et que les instruments de surveillance se perfectionnent, il devient possible de détecter des changements subtils qui seraient peut-être passés inaperçus il y a 5 ans. Mais c'est difficile d'établir avec certitude une règle selon laquelle un grand tremblement de terre serait forcément suivi d'une éruption volcanique. À ce stade, une nouvelle éruption du mont Shindake semble peu probable. Tom consacre donc son temps à observer le travail des équipes de secouristes. Le Japon est passé maître dans la gestion des catastrophes naturelles. L'île a été évacuée dans les heures qui ont suivi l'éruption. À la fin de la journée, des postes de commandement mobiles avaient été installés partout autour de l'île afin de transmettre les informations au centre opérationnel. Tom discute avec des membres de la division civile de protection des communications de Kagashima. Cette équipe serait également en charge des opérations en cas d'éruption de Sakurajima. L'île est à environ 150 km et elle est très isolée. Ils ont donc fait un travail remarquable. Un hélicoptère arrivé sur les lieux seulement 40 minutes après l'éruption avec une caméra embarquée. L'équipe principale est arrivée juste après et s'est installée ici. La réactivité des autorités japonaises est assez impressionnante. L'unité est équipée pour transmettre vidéos et données en temps réel au centre de commande de Kagoshima. Tout ce matériel a été acheminé sur le site par hélicoptère en moins d'1 heure. Les véhicules sont équipés de générateurs capables d'alimenter en électricité un petit village. Là, il s'agissait d'une petite île de 150 habitants. Mais il faut se demander ce qu'on ferait si le Sakurajima connaissait une éruption de la même ampleur, avec un bassin de population de 700 000 habitants. L'éruption puissante devrait être classée 3 sur l'indice d'explosivité volcanique. Les équipes de protection civile resteront en place plusieurs semaines en cas de nouvelle éruption. La réponse des autorités a été rapide et efficace. Aucun décès n'est à déplorer. Pour les unités d'intervention, il s'agissait d'une nouvelle occasion de perfectionner leur technique. Car ici, la question n'est pas de savoir s'il y aura une nouvelle éruption, mais quand. Le Japon est sans doute le pays le mieux préparé au monde pour une éruption de grande ampleur, comme celle que pourrait connaître le Sakurajima. Tom retourne à Kagoshima explorer un géant endormi, un monstre si massif que la menace semble presque impossible à appréhender. Le Sakurajima est le centre explosif d'un ancien volcan. Un volcan si gigantesque que toute cette région, dont la ville de Kagoshima, est installée sur sa chambre magmatique. Sous les eaux de la baie de Kagoshima se dissimule une terrible menace, la caldeira géante d'Aira. La ville tout entière est perchée sur un volcan. On voit les falaises ici. Vous voyez cette zone rectangulaire de 24 km sur 18 qui fait tout le tour? C'est la caldeira. On peut difficilement imaginer pire emplacement pour une ville. Une caldeira se forme quand une éruption vide une chambre magmatique, provoquant l'effondrement du sol aux alentours.
L'éruption ayant donné naissance à la caldeira d'Aira a eu lieu il y a 22 000 ans. La planète n'a connu aucune éruption de cette magnitude depuis. Ses effets sont encore perceptibles tout autour de la baie. Cette colline s'appelle Shiroyama, montagne blanche, de Shiro, blanc, et Yama, montagne. Blanc, on voit bien pourquoi, avec toutes ces pierres ponces, ces fines cendres qu'on voit là. Les géologues appellent ça une ignimbrite non soudée. C'est la conséquence d'une gigantesque éruption volcanique. Ça ne représente qu'une infime partie du dépôt. La falaise tout entière est composée du même matériau et fait sans doute 100-200 mètres de haut. Cette éruption était si violente qu'elle a projeté des pierres ponces et des cendres dans tout le Japon. L'éruption fut si massive qu'on pense qu'elle était 200 fois plus importante que celle du mont Sainte-Hélène en 1980. Le volcan avait alors projeté un nuage de cendres à travers 11 États américains et 5 provinces canadiennes. Classé 5 sur l'indice d'explosivité volcanique, il s'agit de l'une des éruptions majeures de l'histoire moderne. L'indice d'explosivité volcanique est une mesure intégrant la quantité de matériel expulsé et la taille du panache de cendres sur une échelle de 1 à 8. VEI 1 est une éruption non explosive. VEI 8, une éruption méga colossale. Chaque unité de l'échelle désigne une expulsion de matériel 10 fois plus forte que celle de l'unité précédente. Toute la durée de l'éruption est prise en compte. L'actuelle phase éruptive du Sakurajima dure depuis plus de 70 ans au total, pour un classement combiné VEI 3. En comparaison, l'éruption de 1914, qui n'a duré que 8 mois, est classée VEI 4. L'éruption de la caldeira d'Aira, considérée comme méga colossale, est évaluée à VEI 7 ou 8. Aucun événement volcanique de cette magnitude n'a été enregistré depuis. Le phénomène qui s'en est le plus rapproché est l'éruption du Tambora, qui eut lieu il y a 2 siècles en Indonésie. Classée VEI 7, elle provoqua la mort de 92 000 personnes et fut à l'origine de récoltes catastrophiques en Europe pendant plusieurs années. L'éruption d'Aira 22 000 ans plus tôt était 8 fois plus massive. Cette éruption massive, l'éruption d'un supervolcan pourrait-on dire, a provoqué un effondrement de la croûte terrestre de plusieurs centaines de mètres, qui a entraîné la formation de la caldeira d'Aira, une fosse de 24 km sur 18. La ville tout entière est installée à l'intérieur du volcan d'Aira, qui regroupe tout le complexe de la caldeira. Là, nous sommes sur la bordure et la ville à nos pieds est au fond du cratère. Les super-éruptions se nourrissent des réserves de magma qui se constituent dans le réservoir du volcan. La tectonique des plaques permet de comprendre ce phénomène. Au lieu d'avoir 2 plaques qui se rencontrent, l'une glissant sous l'autre, ici au Japon, ce sont plusieurs petites plaques qui entrent en collision. Ces déplacements ont considérablement réduit l'épaisseur de la croûte terrestre sous l'île de Kyushu. Et pour ne rien arranger, la direction et la vitesse de ces phénomènes de subduction ont créé un courant de convection qui a lui-même produit une anomalie nommée « coin du manteau ». Le magma en fusion se rapproche ainsi de la surface, où il entre en contact avec l'eau. Le mélange produit abaisse le point de fusion de la couche supérieure de roche. L'élévation de la température du manteau terrestre intensifie la production de magma près de la surface. Toutes les conditions sont réunies pour une éruption massive. C'est présentement ce qui est en train de se passer dans les sous-sols de Kyushu. Et c'est également pour cette raison que l'île est constellée de volcans très actifs et particulièrement dangereux, dont la caldeira d'Aira. Même si le Sakurajima a l'air d'être un volcan dans un volcan, il s'agit en fait d'un seul et même système. Le Sakurajima est une cheminée de l'Aira, mais il possède son propre réservoir magmatique. Sauf que ce réservoir est alimenté par celui de l'Aira. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est en mesure de produire des éruptions VEI 4 ou VEI 5 tous les 1 ou 2 siècles. L'île du Sakurajima est en fait constituée de 2 stratovolcans se chevauchant. Le Kitadake, le mont Kita à gauche, et le Minami-dake à droite, plus jeune et actif.
Tous les reliefs autour de nous n'ont que 25 000 ans. Le Sakurajima est en pleine effervescence. C'est l'un des 10 volcans les plus actifs de la planète à l'heure actuelle, et incontestablement le plus actif du Japon. Les scientifiques ne comprennent pas encore parfaitement ce qui déclenche une éruption de caldeira. Dans ce genre de phénomène, c'est tout le réservoir qui explose. Durant l'éruption de 1914, la caldeira tout entière s'est affaissée de presque 1 mètre, ce qui prouve que les deux chambres magmatiques sont reliées. Mais la question cruciale est de savoir si une nouvelle éruption suffirait à stabiliser la caldeira d'Aira. Les habitants de Kagoshima peuvent se rassurer en se disant que les super-éruptions sont rares. Pour produire une explosion massive, il faut que la chambre magmatique se remplisse d'énormes volumes de matériaux en fusion. Or, ce processus prend des millénaires. Depuis 300 000 ans, plusieurs éruptions massives de caldeira ont eu lieu sur l'île de Kyushu, à quelques dizaines de millénaires d'intervalle. Le volcan le plus à même de produire une éruption de caldeira, dont le rechargement est le plus avancé donc, est le mont Aso. Plus importante que celle d'Aira, la caldeira d'Aso est l'une des plus grandes de la planète. On estime qu'il s'agit de l'un des volcans les plus dangereux du monde. Cette caldeira est l'une des plus grandes du monde. Elles ne sont pas si nombreuses à avoir été actives ces derniers siècles ou ces derniers millénaires. Peut-être une dizaine. La caldeira d'Aso est elle aussi perchée sur un coin mantélique. Nulle part sur l'île de Kyushu, la croûte terrestre n'est aussi fine. Et le mont Aso a déjà produit 4 éruptions, dont 3 à moins de 30 000 ans d'intervalle les unes des autres, ce qui est peu à l'échelle géologique. La dernière s'est produite il y a 90 000 ans. Le mont Aso est aussi caractérisé par son dôme de résurgence. Ce relief, dû à un accroissement de volume de magma qui soulève la caldeira, indique que la chambre magmatique est remplie. On estime que l'afflux de magma dans le réservoir du mont Aso est si important qu'il est susceptible de produire une éruption VEI7 tous les 10 000 ans. Sachant qu'il se remplit depuis maintenant 90 000 ans, un tel phénomène pourrait se produire à tout instant. Le volcan est pourtant resté relativement calme ces 20 derniers millénaires, avec des éruptions à l'impact très localisé. De ces 5 pics et 17 cônes, un seul est toujours actif. Le mont Nakadake. Cette brume bleutée, ce sont des émissions de gaz SO2. C'est typique quand le magma est proche de la cheminée. Voilà pourquoi j'ai l'impression que l'éruption est en cours. Il est calme pour l'instant, mais il pourrait exploser à tout moment. Les éruptions inattendues de ce genre sont bien sûr extrêmement dangereuses. Des gens ont d'ailleurs été tués par des projectiles dans le passé. Le SO2, le dioxyde de soufre, est un gaz toxique particulièrement dangereux. Le mont Aso a d'ailleurs été le théâtre de plusieurs incidents, certes isolés, mais mortels. 2 personnes ont ainsi trouvé la mort en 1979, lors d'une explosion aussi soudaine qu'inattendue. 11 autres ont été blessés lorsqu'un rocher a transpercé le plafond d'un abri anti-aérien. Il y a peu, les touristes pouvaient emprunter un téléphérique jusqu'au cratère, jusqu'à ce que le service soit interrompu quand le niveau d'alerte est passé à 3. Tom va profiter d'un spectacle peu commun. Il a obtenu l'autorisation exceptionnelle de visiter le cratère de ce volcan actif.
Les 7 cheminées de Nakadake ont connu des éruptions dans un passé relativement récent. L'activité d'un volcan se mesure à la vitesse d'accumulation du magma. C'est immense. Le volcan est très actif. Souvenez-vous que ces montagnes et tous ces cônes volcaniques ne sont que la partie centrale d'un complexe beaucoup plus large, vieux de seulement 90 000 ans, ce qui est infime en termes géologiques. Pour un volcan, c'est l'enfance de l'âge. Ce cratère est impressionnant. On ne se rend pas compte vu d'en bas. Ça a l'air si plat et inoffensif, mais ça ne l'est pas. Incroyable. Voilà, on y est. Très impressionnant. Ça continue par là. Le cratère du Nakadake, c'est tout ça en fait. Il fait plus d'1 kilomètre de long, avec 7 cheminées différentes, dont ces deux-là, face à nous. On entend le rugissement des émissions de gaz. C'est violent, le magma est tout près de la surface. Une explosion pourrait avoir lieu à tout moment. Le cratère numéro 2 est actif lui aussi. Il y a aussi beaucoup d'émissions de gaz, plutôt du dioxyde de soufre que de la vapeur. C'est le SO2 qui produit cette brume bleuâtre. Même au bord de la colonne de fumée, on sent le soufre avec le vent qui tourbillonne. Si on était en plein dedans, il nous faudrait sans doute des masques à gaz. Les gaz du panache de fumée constituent une menace mortelle. En 1997, 3 personnes sont mortes asphyxiées à cet endroit même. Personne ne peut prédire si l'activité va se calmer peu à peu ou au contraire s'intensifier dans les semaines et les mois à venir. Il y a 2 mois, le volcan connaissait une constante activité strombolienne. D'après la webcam en tout cas. Les morceaux de lave incandescente éjectés se sont empilés pour former ce cône. Jusqu'à récemment, il y avait un lac dans le cratère, mais il s'est évaporé à cause de la chaleur extrême. L'eau drainée dans le cratère depuis les collines avoisinantes rend ce volcan imprévisible. C'est impressionnant. Le contraste entre... Une explosion! Oui, une explosion! Ça pourrait bien être une éruption phréato-magmatique. Regardez la cendre. Une éruption phréato-magmatique est le produit de la rencontre entre l'eau et le magma en fusion. Elle donne naissance à des projections de vapeur qui se déploient dans des explosions occupant 1200 fois leur volume initial. L'essentiel du panache de fumée est ainsi composé de vapeur d'eau. Des pierres ont dû être éjectées. C'était une toute petite éruption, mais c'était génial. Encore une. Vous voyez ces traînées de cendres noires suivies de vapeur blanche? C'est typique des éruptions phréato-magmatiques. C'est un endroit mortellement dangereux. Si ce volcan n'était pas étroitement surveillé, s'il était ouvert à tous, des centaines de gens viendraient se promener ici par beau temps. Et plus il y a de gens qui se promènent en bordure du cratère, plus il y a de risques d'avoir des incidents liés à des explosions. C'est encore pire en plein jour, puisqu'on a plus de mal à éviter les projectiles comme on ne les voit pas briller. Même avec un casque, ça protège des petites pierres, mais contre des blocs comme celui-là, ça ne sert à rien. Imaginez ce qui nous tomberait dessus si c'était la même chose en 100 fois plus fort. C'était extraordinaire. Même si l'éruption était minime et sans danger, la suite des événements est imprévisible. Les autorités préfèrent évacuer tout le monde.
Pour prendre un minimum de risques, il faut passer un minimum de temps dans un lieu dangereux. On vient de voir 2 magnifiques mini-éruptions, donc pas la peine de se retrouver pris dans une éruption plus importante, ce qui est loin d'être exclu. Leur décision est tout à fait légitime. Ils connaissent le volcan et ils ne veulent pas nous faire prendre le moindre risque. Je les comprends complètement. Les volcans à grande caldeira évoluent à l'échelle géologique. Il leur faut des dizaines de milliers d'années pour se préparer à une nouvelle éruption. À ce titre, le mont Aso pourrait aussi bien être à la veille d'une éruption majeure que rester tranquille pendant encore des milliers d'années. Compte tenu de sa taille et de son histoire, il n'est pas exclu que ce volcan nous réserve une éruption de grande ampleur, susceptible de tout balayer sur son passage, y compris la ville de Kumamoto, installée sur les contreforts du volcan. Dans l'histoire récente, la seule éruption qui puisse servir de point de comparaison est celle du mont Pinatubo, en 1991 aux Philippines. Avec un indice VEI de 6, il s'agit de la plus forte éruption en zone habitée du XXe siècle. Elle a provoqué des dégâts considérables, envoyant une pluie de cendres jusqu'au Vietnam, au Cambodge et en Malaisie. L'événement a été un véritable tournant. Pour la première fois, les scientifiques ont pu prévoir ce qui allait se passer suffisamment tôt pour évacuer les populations. Pour cette raison, les pertes humaines sont restées relativement limitées, ne dépassant pas les 1000 morts. Mais si l'histoire venait à se répéter au mont Aso, l'éruption serait d'une ampleur bien plus considérable, 40 à 50 fois plus violente que le Pinabuto. Ce type d'événement volcanique ne peut être anticipé, ni ses effets atténués. À lui seul, le nuage de cendres recouvrirait tout le Japon. L'impact serait mondial. Mais heureusement, les hommes n'ont pas connu ce genre d'événement depuis des milliers d'années. Pendant ce temps, l'activité du volcan Sakurajima ne cesse de s'intensifier. Il y a 5-10 ans, il y avait en moyenne une explosion quotidienne. 2 si on avait de la chance. Il y a eu une nette augmentation ces dernières années, à tel point qu'il n'est pas inhabituel d'en avoir 10 par jour pendant les phases d'activité intense. Il est probable que le Sakurajima se prépare pour une éruption de plus grande ampleur dans un avenir proche. Une éruption qui pourrait être d'un indice 4 ou 5. Il y a déjà eu davantage d'explosions cette année que l'année dernière, alors qu'on est seulement en mai. Personne ne peut prédire le comportement du volcan, mais cette phase annonce peut-être un épisode d'activité majeure à long terme. Tom est arrivé au Japon au bon moment pour admirer le Sakurajima lors de sa période d'activité la plus spectaculaire depuis des années. Le Sakurajima nous a gratifié d'un magnifique spectacle. Nous avons vu de splendides explosions, des petites, des grosses, et aussi cette baie superbe couverte de bateaux de pêche. Je n'avais jamais vu le Sakurajima aussi actif. Les Japonais n'ont pas le choix. Ils doivent apprendre à vivre avec ces géants. Du plancher océanique au sommet des pics volcaniques, le pays est à la merci de forces géologiques élémentaires. Des forces à qui l'on doit ces paysages d'une beauté à couper le souffle, mais capables aussi de provoquer des cataclysmes dévastateurs. La science des volcans n'en est qu'à ses balbutiements.
Mais chaque nouvelle éruption permet de comprendre un peu mieux les forces, aussi incroyables que complexes, qui sont à l'œuvre sous la surface de la Terre. De ce fait, les spécialistes sont plus à même d'anticiper les éruptions majeures. Pour les 130 millions d'habitants de cet archipel recouvert de volcans actifs, dont certains entrent en éruption quotidiennement, la vie continue. Que faire d'autre face à des forces aussi inhumaines ?